Bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du syndrome mononucléosique. C'est donc l'item 217, voilà, écrit par le Collège de médecine interne. Allez, ben c'est parti. On va cliquer sur la fiche LISA et puis on va commencer directement par la définition du syndrome mononucléosique. Alors, il s'agit, pour définir le syndrome mononucléosique, il faut qu'on ait une présence de plus de 50% d'éléments mononucléés, un seul noyau, c'est donc les lymphocytes et les monocytes, parmi les leucocytes sur la numération formule sanguine, donc sur la prise de sang, du fait d'une hyperlymphocytose. Donc voilà, en fait, un syndrome mononucléosique, on a beaucoup de lymphocytes et donc on a plus de 50% d'éléments mononucléés parmi tous les globules blancs de la NFS. Et il faut qu'on ait également plus de 10% de lymphocytes activés sur le frottis sanguin. Donc ça, c'est pas sur la NFS, c'est le frottis. Donc on peut venir analyser les cellules qui sont présentes dans le sang. Et il faut qu'il y ait supérieur ou égal à 10% de lymphocytes activés. Alors les caractéristiques justement du frottis sanguin. Donc les cellules mononucléées activées, elles sont caractérisées par une grande taille et un cytoplasme hyperbasophile. Ce sont des cellules polymorphes, parfois décrites comme atypiques. Voilà, et en fait, ce sont des lymphocytes T activés. Il y a une absence de cellules blastiques sur le frottis sanguin, sinon ce n'est pas un syndrome mononucléosique. Et les autres lignées hématopoïétiques sont normales. Voilà pour un peu l'analyse du frottis sanguin dans le syndrome mononucléosique. Alors là, on a justement une petite photo de frottis sanguin d'un syndrome mononucléosique. Donc on voit la présence de lymphocytes activés. Ce sont des lymphocytes hyperbasophiles que l'on voit apparaître en violet sur l'image comparée aux autres cellules. Voilà, et donc c'est une photo donnée par un docteur qui s'appelle Karim Maloum du service d'hématologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc on peut le remercier grandement. Je mettrai cette photo-là sur la publication Instagram. Voilà. Donc docteur Maloum, merci à toi. Allez, les éléments de l'interrogatoire chez un patient qui présente un syndrome mononucléosique. Donc déjà, il faut rechercher l'âge du patient, bien sûr, même si ça se retrouve majoritairement chez l'enfant et l'adulte jeune. Il faut chercher la notion d'un contact avec des jeunes enfants ou une nouvelle relation, avec des petits bisous, etc., qui peuvent traîner. La notion de rapport sexuel à risque ou d'une toxicomanie intraveineuse, notamment liée au virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH. Il faut rechercher également le contact avec un chat ou la consommation d'aliments souillés par un chat ou une consommation de viande crue. Et donc avec ces questions-là, on va rechercher s'il y a un risque de toxoplasmose. Ensuite, on va rechercher l'introduction récente de nouveaux médicaments, des prises médicamenteuses dans les semaines précédentes, dans l'hypothèse d'une toxidermie. Ça peut donner ceci. Après, on va regarder s'il y a la présence de signes généraux comme la fièvre, une asthénie, etc. On va rechercher une odynophagie, voire une dysphagie ou une douleur pharyngée. Voilà, puisqu'on peut avoir une angine dans les cas de syndrome mononucléosique. On va rechercher s'il y a des douleurs articulaires, des myalgies, des douleurs abdominales, une éruption cutanée, donc un érythème généralement. Est-ce qu'on a des ulcérations mucogénitales? Ça peut être lié au VIH. Et enfin, on peut rechercher la présence d'adénopathies, qu'elles soient uniques ou multiples, qui sont généralement identifiées par le patient lui-même. Voilà. Alors maintenant, on va voir les différentes étiologies et les principales étiologies infectieuses d'un syndrome mononucléosique et leurs moyens diagnostiques. Donc là, les grands virus qui donnent, les grandes classes de virus qui donnent les principaux syndromes mononucléosiques, ça va être le BV, Epstein-Barr virus, le CMV, le cytomégalovirus, le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine, et la toxoplasmose. Voilà pour les principaux virus. Sachant que la majorité des syndromes mononucléosiques, ça va être la primo-infection AEBV, donc à Epstein-Barr virus. La primo-infection AEBV, justement, ça représente donc 80% des syndromes mononucléosiques, et c'est l'agent infectieux qui est responsable de la mononucléose infectieuse, MNI. La primo-infection AEBV est le plus souvent asymptomatique,
Voilà, c'est pour ça que pas tout le monde fait la mononucléose infectieuse lorsqu'ils sont en contact avec le BV pour la première fois. En cas de symptômes, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des signes généraux, une hyperthermie, fièvre élevée, persistante avec une asthénie, ça dure même souvent plusieurs semaines, voire quelques mois parfois. On peut avoir une angine ou une pharyngite, des polyadénopathies et d'autres signes. Donc là, on peut avoir une splénomégalie qui est assez fréquente, des céphalées, une éruption maculopapuleuse qui survient le plus souvent après l'administration d'ampicilline, donc un antibiotique, des myalgies, des troubles digestifs, etc. Donc voilà, on a un gros syndrome, c'est le syndrome mononucléosique, mais ça peut faire penser un peu à un syndrome grippal avec les myalgies, les éruptions, les céphalées, la fièvre, etc. Les anomalies biologiques qui sont possibles lors d'une primo-infection AEBV. Donc, on aura le syndrome mononucléosique, comme on l'a défini au tout début de l'épisode. On pourra avoir une thrombopénie, donc une diminution du nombre des plaquettes, une anémie hémolytique, donc là, anémie, baisse des globules rouges, et hémolytique, eh bien, ça veut dire qu'ils vont être détruits, donc on a une augmentation de la bilirubine, etc. Généralement, ça sera des anémies régénératives. Et on pourra avoir une cytolyse hépatique fréquente. Voilà, donc une élévation des transaminases sans cholestase associée. Pour faire le diagnostic de certitude de cette mononucléose infectieuse, donc de la primo-infection à EBV, on va faire le MNI test, voilà, et plus ou moins les sérologies de l'EBV. La PCR de l'EBV n'a pas d'indication chez le sujet immunocompétent en l'absence de difficultés diagnostiques. Généralement, le MNI test et les sérologies EBV, ça permet de poser le diagnostic de certitude. Voilà pour la primo-infection à EBV. Maintenant, on va voir la primo-infection à cytomégalovirus, le CMV. Donc ça, cette primo-infection à CMV, ça représente 10% des syndromes mononucléosiques. Elle survient principalement chez l'enfant et l'adulte jeune, comme pour le BV, et elle est le plus souvent asymptomatique de la même façon. En cas de symptômes, les symptômes seront un peu les mêmes que lors de l'imprime-infection AEBV. Ça va être des signes généraux, hyperthermie, asthénie, des douleurs articulaires et des myalgies, une splénomégalie et une polyadénopathie. Sachant que là, la différence avec l'EBV, c'est que l'hépatomégalie et les angines sont rares en cas de primo-infection à CMV. Les anomalies biologiques possibles en cas de primo-infection à CMV, ça va être le syndrome mononucléosique et la cytolyse hépatique. Voilà, donc avec l'élévation des transaminases sans cholestase associée. On n'aura pas, par exemple, la thrombopénie ni l'anémie hémolytique, comparé à l'EBV. Donc CMV va faire un peu moins de différence, un peu moins d'anomalies sur la prise de sang. Et pour faire le diagnostic de certitude, donc là on fait la sérologie du CMV directement avec des IgM qui seront positives. Et ça pose le diagnostic de certitude. Voilà pour la primo-infection au cytomégalovirus. Maintenant la toxoplasmose. Donc là, c'est une primo-infection qui se fait par un parasite protozoaire qui s'appelle Toxoplasma gondii, avec deux i à la fin. Gondii, malaise un peu. Bon, c'est fréquent et souvent asymptomatique, la toxoplasmose. En cas de symptômes, les symptômes seront des signes généraux, fièvre, asthénie, etc. Une polyadénopathie généralisée. Et le diagnostic de certitude, comme pour les autres, ça va être la sérologie de la toxoplasmose. Et donc là, on aura une positivité des IgM antitoxoplasmose en l'absence d'IgG, immunoglobuline G. Voilà, on n'en dit pas plus sur ça. C'est un parasite protozoaire qui s'appelle Toxoplasma gondii, c'est ce qu'il faut repérer, qu'il faut retenir, on va dire. Et maintenant, on va parler du dernier virus responsable du syndrome mononucléosique, c'est le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine. En cas de symptômes lors de la primo-infection, eh bien, là pour le coup, c'est souvent symptomatique. Et il faut savoir que la moitié des patients présentent des symptômes. Il y a des signes généraux, hyperthermie, fièvre, asthénie. Hyperthermie, fièvre, c'est pareil. Les douleurs articulaires avec des myalgies, une polyadénopathie généralisée, une angine ou des ulcérations muqueuses buccales et génitales, une éruption maculopapuleuse et
Donc ça reprend un peu tous les symptômes des différents syndromes mononucléosiques. Et en plus de ça, on peut avoir, bon, la splénomégalie, elle y est, mais elle y était aussi pour les autres, hein, pour certaines. Et on pourra avoir aussi des symptômes neurologiques, notamment une méningite lymphocytaire, une encéphalite, et on peut avoir également une mononeuropathie. Voilà. Au niveau des anomalies biologiques qui sont possibles en cas de primo-infection à VIH. Donc on a le syndrome mononucléosique, qu'on va voir sur l'ANFS et le frottis sanguin notamment, la thrombopénie, donc la baisse des plaquettes, la cytolyse hépatique, l'élévation des transaminases sans cholestase associée. Donc là, ça reprend pareil toutes les anomalies biologiques, et on peut avoir également d'autres anomalies comme une hypergamma-globulinémie polyclonale, donc ça qu'on verra sur l'électrophorèse des protéines sériques, et on peut également avoir une méningite lymphocytaire comme pour... enfin voilà, non, pas, on aura une méningite lymphocytaire. Donc sur la PL, on peut observer plein de lymphocytes et un syndrome inflammatoire méningé. Pour faire le diagnostic de certitude, donc là c'est une PCR pour le coup du VIH, qui est également associée à une sérologie du VIH avec une détection combinée de l'antigène P24. La présence d'une PCR VIH et ou de l'antigène P24 positif avec une sérologie négative ou moins de 5 bandes au Western blot définit la primo-infection. Voilà, donc la primo-infection, on va avoir la PCR positive ou l'antigène positif qui est responsable des symptômes et de la maladie. Et la sérologie négative, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticorps, donc c'est la première fois que le corps est exposé à ce virus du VIH. Voilà, maintenant on va finir ce chapitre qui est relativement court, donc ça fait quand même plaisir, avec les principales étiologies non infectieuses de syndrome mononucléosique. Effectivement, on peut avoir un syndrome mononucléosique sans infection. Et donc là, ça peut être une réaction allergique médicamenteuse. Donc là, c'est un effet indésirable des médicaments ou d'un soin. Donc notamment le syndrome DRESS, le DRESS syndrome. DRESS, ça veut dire Drug Rash with Hypereosinophilia and Systemic Symptoms. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le traduire? On pourrait le traduire par un rash cutané avec une hyperéosinophilie et des symptômes systémiques liés à un médicament. Voilà, globalement, c'est ça. On va rechercher pour faire le diagnostic de ce syndrome de DRESS les prises médicamenteuses lors des 6 semaines précédentes. Voilà. Les signes cliniques, ça va être l'éruption cutanée qui est évocatrice, donc un érythème, assez diffus généralement, assez important, des polyadénopathies, des signes généraux avec une hyperthermie, des signes biologiques associés, donc là ça sera l'hyperéosinophilie, comme son nom l'indique, dans le E c'est hyperéosinophilia, donc hyperéosinophilie, une cytolyse hépatique, donc on le rappelle une dernière fois, c'est l'élévation des transaminases, donc azate-alate sans cholestase associée, donc pas d'élévation de gamma-GT, des phosphates alcalines, etc. Pas de bilirubine non plus. Et on peut avoir également, comme signe biologique, l'altération de la fonction rénale. Les médicaments fréquemment incriminés dans le DRESS syndrome, ça va être les antibiotiques, notamment les sulfamides et les bêta-lactamines, les anticonvulsivants également, et l'allopurinol, voilà pour notamment la goutte. Donc ça c'est pour les réactions allergiques médicamenteuses qui peut faire un syndrome mononucléosique. Et ensuite les maladies auto-immunes, donc là c'est possible au cours du lupus systémique, de la polyarthrite rhumatoïde également. Bon ça c'est des maladies qui peuvent donner toutes les maladies j'ai l'impression, hein, le lupus notamment on peut tout mimer, ce petit coquin. Et ensuite pour les autres causes, il va falloir les rechercher, donc des causes virales, ou médicamenteuses qui peuvent être associées notamment à ces maladies auto-immunes. Voilà pour ce chapitre qui fera une quinzaine de minutes, donc c'est un bon rappel, en one shot comme ça, bien rapide, donc ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu, donc il va sortir vendredi cet épisode, et donc je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien d'aller au ski, là il y a de la neige qui est retombée je crois ces jours-ci, donc n'hésitez pas à y aller en toute prudence, mais en vous faisant plaisir. Et puis, nous on se retrouve lundi pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao!